messieurs, chers amis, j'ai plaisir à ouvrir cette seconde journée des Assises nationales de France Victime. J'ai doublement plaisir, parce que c'est en même temps le 40e anniversaire de France Victime 34, dont je suis la présidente fondatrice, et je ne suis pas forcément fière d'en être la présidente fondatrice, mais très fière de ce qu'est devenu France Victime 34. Une succession de présidentes après moi, toutes extrêmement dynamiques et compétentes, et puis surtout deux directrices à qui je veux rendre un hommage appuyé. Lucille Roté, qui a dirigé France Victime 34 pendant des années, plus de 30 ans, et Joséphine Cesbron, qui a magnifiquement organisé avec France Victime au National ces assises, ce colloque, sur un thème d'une très grande difficulté, mais en même temps d'une très grande actualité. Quelques mots, vous me permettrez, quelques mots sur l'histoire de France Victime 34, que je vais appeler l'ADIAV, c'est-à-dire l'Association départementale d'information et d'aide aux victimes. Voilà qu'un jour de 1982, je lisais Le Monde et je tombe sur un article expliquant que Robert Badinter, alors garde des Sceaux, venait d'ouvrir une ligne budgétaire pour que soit créé un nombre maximum d'associations d'information et d'aide aux victimes d'infractions pénales. C'était le tout début d'une politique criminelle incluant les victimes au sein de la politique criminelle, d'une politique publique que Badinter voulait voir rayonner à travers toute la France. Et une des chances a été que Montpellier soit une des toutes premières associations à se créer. À peine avais-je lu cet article que je me suis dit en quelques mois, l'ADIAV dans l'Hérault fonctionnera. Et en quelques mois, l'ADIAV dans l'Hérault a été une association lancée avec naturellement un gros financement du ministère de la Justice, du Bureau des victimes, mais aussi un soutien immédiat de la mairie de Montpellier, que je remercie doublement parce que immédiatement nous avons eu des locaux municipaux qui sont toujours les locaux centraux de France Victime 34. Je ne veux pas en dire trop, si ce n'est que France Victime 34 est vraiment exemplaire. Je ne sais pas si on trouve beaucoup d'associations d'aide aux victimes qui en 40 ans, mais d'abord il y en a pas beaucoup qui existent depuis 40 ans, il y en a que 3 ou 4, Strasbourg, Paris, Marseille, Montpellier, qui ont accueilli autant de victimes, 144 536 pour Montpellier, et aujourd'hui dans l'Hérault, 14 lieux de permanence, etc., etc. Mais surtout, le point qui m'intéresse, c'est que c'est l'une des associations, c'est le fait d'un peu plus d'un quart des associations d'aide aux victimes qui s'est lancée en justice restaurative. Qu'il a fait en jouant de partenariats divers et variés. Et comme il se trouve que je viens de participer pendant 3 ans à une commission dont on a pas mal parlé au National, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, j'ai très envie de vous dire quelques mots de la justice restaurative qui fonctionne, s'inscrit souvent sur un démarrage qui n'est autre que de l'emprise. L'emprise très lourde d'un clerc sur un enfant. Nous n'avons travaillé que sur les mineurs. Nous avons travaillé sur les mineurs et nous avons travaillé en partenariat avec France Victime. Donc c'est tout à fait original et intéressant de noter que la SIAZ, qui a cherché immédiatement à pouvoir écouter, à ce que chacun d'entre nous, nous étions une vingtaine, chacun d'entre nous puisse écouter en binôme mixte, masculin-féminin, les victimes qui le souhaitaient, eh bien il était évidemment indispensable que nous accédions à ces victimes, et c'est par France Victime que nous avons accédé à un très grand nombre de victimes et que nous avons pu en entendre beaucoup. Et de cette écoute non directive, cette écoute en confiance,
cette écoute à laquelle nous avions été formés par un membre de la commission, pédopsychiatre. Cette écoute nous a appris plus de choses, je le dis avec force, que tous les savants, les sachants, que par ailleurs nous avons aussi écoutés, historiens, sociologues, théologiens et beaucoup d'autres encore. Notre commission était complètement pluridisciplinaire et cela aussi a été un atout. Mais alors la justice restaurative et l'emprise. Nous avons été sous le choc de ce que pouvait être la domination d'un prêtre ou d'un religieux sur un enfant qui lui était confié. Et en réalité, je trouve que le mot anglais pour emprise, thème de votre colloque, est un très bon mot. C'est domination, domination. Et en fait, l'emprise, c'est quand la domination vous enferme, et l'emprise exclut le consentement. Il n'y a pas de compatibilité, j'ai écrit sur ce sujet, entre le consentement et l'emprise. Elle annihile le consentement, quel que soit l'âge que vous avez. Alors je parle quelques minutes avant une table ronde qui va porter sur la sortie de l'emprise. Je voudrais vous dire trois mots de ce que nous pensons être la sortie de l'emprise. Nous pensons qu'il n'y a pas de sortie de l'emprise sans justice restaurative. Et nous le disons, deux membres de la SIAZ et moi-même, dans un livre qui est sous presse actuellement, qui s'appelle « Violence systémique dans l'Église catholique, apprendre des victimes ». Nous le disons très fortement, les victimes nous ont appris que sortir de l'emprise, c'était un long cheminement que je décris, que j'ai pris l'habitude de décrire de la façon suivante, comme une randonnée en montagne en passant 3 cols successifs. Le premier col, c'est le col de la reconnaissance. C'est la force de l'écoute qui va conduire la victime à considérer qu'elle est reconnue comme victime. Elle est toujours imprégnée de culpabilité et de honte. Il y a d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans la Bible, un personnage qui représente tout à fait ce que peut être la honte ou la culpabilité, c'est Tamar, la fille du roi David. Tamar a été violée par son demi-frère, et Tamar dit ceci dans un verset qui est en exergue de notre livre: « Et moi, Tamar, où irai-je porter ma honte ?» Eh bien, les associations d'aide aux victimes sont des lieux où l'on peut porter sa honte. Des commissions comme la nôtre, ou la commission qui siège actuellement sur les enfants victimes d'inceste, fait partie aussi de ces lieux où on peut porter sa honte, car c'est rarement auprès de ses parents ou de ses proches que l'on porte sa honte et sa culpabilité. Deuxième col, pas tout de pouvoir dire sa honte, sa culpabilité. Deuxième col, c'est la réparation, l'indemnisation. J'insiste beaucoup toujours sur le fait que l'indemnisation n'est pas la réparation, ou du moins que l'indemnisation n'est qu'un volet de la réparation. Et qu'en justice restaurative, l'intelligence de la justice restaurative, c'est qu'elle s'invente en présence de la personne que vous écoutez. Et c'est cela aussi la force de l'écoute, que d'inventer le chemin restauratif en face de cette personne. Et la dernière étape, c'est l'étape de la reconstruction, c'est cela la restauration. Et j'entends restauration au sens où l'entend un ébéniste qui restaure un meuble ancien, abîmé de toutes parts, et il reste des cicatrices, mais la vie du meuble a tout de même changé. Et la vie de la personne qui est restaurée change elle aussi. Et en fait, elle peut changer à ce point que cette personne vous dira, et cela m'est arrivé, nous est arrivé à plusieurs reprises, je ne veux plus qu'on m'appelle victime. Je vous assure que c'est un choc tout à fait intéressant. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit « je ne veux plus qu'on m'appelle victime, je veux être témoin, témoin du drame que j'ai vécu ». Et je terminerai en vous lisant ces 3 lignes d'une victime. « J'ai pu dire, explique cette victime, plutôt je me suis entendu leur dire
que j'étais passé de victime à témoin. Je ne sais pas très bien à quel moment d'ailleurs, et je me suis étonnée moi-même de pouvoir leur dire cela. Vous nous aidez aussi à poser des mots sur nos mots, et cela pour nous permettre d'avancer encore et de mesurer le chemin parcouru. Bonne journée, je vous remercie, et je regrette de ne pas être avec vous.